Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par A+A en partenariat avec Sociovision. Avant qu'on commence, trois petites choses à vous dire. La première, c'est que ce webinaire est enregistré. La seconde, c'est que vous pouvez évidemment poser vos questions tout le long de la présentation dans le chat prévu à cet effet et nous y répondrons, nous essaierons d'y répondre en fin de présentation. Et enfin, dernière petite chose, cet enregistrement vous sera envoyé dans les jours qui viennent. Alors, en 2021, les Français sont-ils toujours acteurs de leur santé? C'est une question qu'on se pose. Alors, pourquoi on se pose cette question? Ça fait plusieurs années, voire plusieurs décennies que, à l'image de ce qui se passe dans le reste de la société, en ce qui concerne la santé, les Français prennent une part de plus en plus active. C'est une tendance de fond qui était vraie jusqu'à une période récente. Et la pandémie que nous traversons maintenant depuis mars 2020 a remis au centre de la scène, au centre de la santé, les acteurs, les professionnels de la santé, les médecins, les autorités publiques. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est dans quelle mesure finalement cette tendance de fond a été ou pas remise en cause par les évolutions récentes. Donc on va essayer de vous apporter un certain nombre de réponses aujourd'hui avec un dispositif original puisqu'on a croisé deux expertises. D'abord l'expertise de Sociovision que je représente aujourd'hui. Je suis Rémi Guéry, je dirige Sociovision. Et Sociovision, c'est une filiale de l'IFOP spécialisée dans les études sociétales. Nous conduisons régulièrement des études de tendance et prospective et nous avons développé des outils de segmentation sociologique qui nous permettent véritablement de prendre la température de la société, pas seulement à l'instant T, mais grâce à nos bases de données historiques dans le temps. Avec Rosemarie Carnero ici présente et moi-même Nadège Meillet, nous sommes directrices de business unit chez A+A. L'expertise santé d'A+A, c'est que nous sommes un institut d'études marketing 100% dédié à la santé. Nous explorons de nombreux domaines thérapeutiques, que ce soit les maladies rares ou les pathologies plus aiguës. Et nous interrogeons chaque année de nombreuses cibles, des médecins, des patients, des spécialistes et également les Français sur leur comportement santé. Alors, sans plus tarder, je vous propose de commencer. En fait, cette présentation, il y aura plusieurs temps. D'abord, je vais rappeler cette tendance de fond. C'est important de la partager avec vous, montrer comment les Français sont devenus acteurs de leur santé. Ensuite, Nadège étudiera les effets de la crise sanitaire sur cette tendance. Et puis ensuite, on regardera d'une part la complexité des réactions des Français selon leurs valeurs ou leur milieu social, et puis on finira avec Rosemarie sur finalement les implications pour les professionnels de la santé. Alors, les Français des patients acteurs. D'abord, c'est intéressant et c'est important de revenir finalement sur les 2 dernières décennies, parce que c'est vrai que finalement, si les Français sont devenus acteurs de leur santé, c'est aussi que du côté des médecins, notamment des médecins qui en ont fait leur engagement, il y a eu de fortes incitations à ça. Si on remonte au début des années 2000, rappelez-vous, il y avait eu ce succès de librairie par David Servan-Schreiber, Guérir, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, traduit dans beaucoup de pays dans le monde. Et ensuite, il avait fait un autre livre contre le cancer, l'anti-cancer. C'est intéressant de voir le message qu'il y avait derrière. Au fond, le message qu'il y avait derrière, c'était de dire oui, la médecine, c'est très important, mais vous êtes vous-même partie prenante dans la prévention d'un certain nombre de maux. Vous n'avez pas toujours besoin d'aller voir un psychanalyste pour guérir de la dépression ou du stress. Vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments nécessairement. Vous avez aussi à changer votre mode de vie. Et depuis une vingtaine d'années, se sont multipliées les prises de parole, les publications qui ont souvent fait des succès dans les médias ou en librairie. Vous avez à l'écran quelques exemples parmi tant d'autres, mais le titre seul des livres est en soi éloquent. Le meilleur médicament, c'est vous. Prenez votre santé en main, du docteur Frédéric Salman. Devenez votre premier médecin. Soyez votre propre médecin, etc., etc., etc. Ce qui nous est dit là, c'est que finalement,
nous avons en notre pouvoir la capacité de nous soigner, en tout cas de prévenir un certain nombre de choses. Et donc, c'est un message qui a finalement imprégné l'ensemble de la société depuis maintenant une vingtaine d'années. Et même Michel Simet, cette figure médiatique, a remis une pièce dans la machine, pour ainsi dire, puisque avec le succès de ces publications, notamment autour du concept de Dr Good, on retrouve toujours cette idée avec l'air du temps, c'est-à-dire sans tabou, plein de bons conseils et avec un ton résolument positif. Allez-y, devenez expert de votre santé. Donc j'ai envie de dire que depuis maintenant une vingtaine d'années, on baigne dans cet univers-là. Et dans les enquêtes que nous menons chez Sociovision, on voit très très bien l'impact de ces discours, puisqu'on voit que de plus en plus de Français se renseignent par eux-mêmes sur leur santé, sur la santé en général. Vous voyez, si on prend les 5 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a une montée progressive et puis bien sûr une accélération en 2020, puisque la santé a été au cœur de l'actualité, de la vie des gens, et donc ils ont eu à cœur de se renseigner. Donc 68% aujourd'hui des Français recherchent activement des informations sur leur santé qui sont évidemment de plus en plus disponibles, de plus en plus accessibles sur un certain nombre de forums ou autres plateformes. Alors au-delà de l'information, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit émerger de nouveaux phénomènes, notamment ce phénomène de patients qui, une fois leur consultation réalisée, vont aller sur Internet et donner leur avis sur la consultation, sur le professionnel de santé qu'ils ont visité. Alors, bien sûr, contrairement à ce qui se passe dans l'univers du tourisme, dans l'univers de l'hôtellerie, dans l'univers des loisirs, où c'est devenu quelque part non seulement monnaie courante, mais un critère d'évaluation fondamental. Hein. Vous êtes allé dans un hôtel, vous notez l'hôtel, la chambre, le confort, etc. Dans le domaine de la santé, ça reste encore très émergent. Vous voyez que ça concerne en 2020 seulement 13% des Français. Alors ça monte, hein, vous voyez, les 3 dernières années sont des années de croissance. Avec, quand on zoome sur les jeunes actifs de 25 à 34 ans, vous avez quasiment 1 sur 5 qui le fait. Donc c'est un nouveau rapport à la santé qui s'installe, où on se comporte presque comme un consommateur. Alors avec une conséquence que vous voyez à travers les verbatims qui sont à l'écran, on communique sans filtre. Hein. Je vous lis les 2 verbatims sur Doctissimo. Un tout-bip, c'est comme un garagiste, il faut y aller quand on connaît la panne, sinon on se fait avoir. Premier exemple. Deuxième exemple, moi, par exemple, je ne vais jamais chez le médecin avant de savoir ce que j'ai. C'est pour ça que j'y vais jamais, en fait. Bon, c'est assez drôle, mais il y a pléthore de commentaires dans ce type-là. C'est intéressant parce que ça veut dire que les gens conversent, les gens partagent, les gens donnent leur avis, alors avec à boire et à manger, évidemment, mais c'est une des évolutions. On verra tout à l'heure, justement, le regard que portent les professionnels de santé sur ces tendances. Alors, quand on parle de Français acteurs de leur santé, il faut aussi parler de tous ces Français qui s'improvisent médecins. Hein. L'automédication est aujourd'hui très largement répandue dans notre pays. 63% des Français le pratiquent. Hein. Quand ils ont un problème de santé bénin, ils ont ce réflexe d'ouvrir l'armoire à pharmacie ou d'aller consulter leur pharmacien et de se soigner eux-mêmes. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très très répandu dans une société, qui est une autre des facettes de ce patient acteur. Et puis, bien sûr, il y a le fait de se soigner, et puis il y a le fait de prendre soin de soi, d'être dans une logique donc de prévention, hein, donc répondant à l'appel de tous ces médecins médiatiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et effectivement, aujourd'hui, si on fait un bilan de la décennie 2009-2019, donc on verra après ce qui s'est passé en 2020, mais 2009-2019, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans les faits, on a une société française qui devient de plus en plus préventive, qui fait de plus en plus attention et qui met en pratique un certain nombre de choses. Alors, ça va de l'alimentation plus saine, plus équilibrée, ça va de la marche qui se développe beaucoup, ça va de l'exercice, du fitness aussi, évolution forte en 10 ans. Ça va de la consultation aussi. On consulte un professionnel de santé en prévention. Ça va aussi de la recherche des articles spécialisés sur le bien-être. Donc, on voit que sur un grand nombre de comportements de prévention, de bien-être et de santé, on a des Français qui répondent à l'appel. Donc, on est bien effectivement aujourd'hui dans cette perspective-là. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi
on est entré durablement dans cette figure du patient acteur. Alors on l'a vu, les médecins ne sont pas étrangers à cette tendance puisqu'ils ont incité beaucoup à le faire. Mais quand on prend un peu de hauteur et de recul surtout sur ces évolutions, on s'aperçoit que finalement, entretenir son capital santé, c'est quelque chose qui répond à l'évolution de nos sociétés, à la fois des décennies qui viennent de s'écouler, mais également probablement des décennies qui s'annoncent parce que on est sur des tendances de fond. La première, c'est une des tendances les plus importantes probablement, c'est le fait que depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a eu énormément de messages sanitaires, de campagnes de sensibilisation qui ont finalement biberonner, pour ainsi dire, une génération entière. Prenez un jeune aujourd'hui qui a 20 ans, un jeune qui a 20 ans aujourd'hui, depuis le berceau, il est exposé à des messages sanitaires, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, etc., etc., etc. Autrement dit, ça fait 20 ans qu'il est conditionné finalement à faire attention, à s'auto-limiter, à se modérer, à faire attention à sa santé. C'est ce qu'on appelle chez Sociovision la génération PNNS. Alors, c'est une génération qui a 20 ans aujourd'hui. Alors, la crise sanitaire rajoute encore, renforce finalement cela avec, voilà, ça fait un an qu'on parle que de santé, mais cette génération, il faut l'imaginer vieillir, grandir, mûrir, et dans les années qui viennent, à différentes étapes de leur vie, il est probable que ces exigences vont s'accroître, vont se renforcer, et donc par rapport aux générations du passé, il va y avoir une exigence vis-à-vis de la santé qui sera très importante, sachant qu'en plus, ce qu'on observe, c'est que le lien entre santé et écologie dans cette génération-là est de plus en plus établi et probablement un des grands enjeux des années qui viennent. Donc, premier élément, on a un changement générationnel vers plus de prise en compte de la santé. La deuxième grosse tendance qu'on observe également et qui explique cette montée en puissance du patient acteur en France, c'est le nouveau rapport au travail. Puisque c'est vrai que maintenant, depuis plusieurs années, il y a une recherche d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, qui est très fort, hein, depuis, on va dire, depuis la dernière crise, 2008-2009, quand on regarde dans nos longues séries historiques chez Sociovision, on s'aperçoit que là, il y a vraiment une prise de conscience que finalement, on travaille pour vivre, mais on ne vit pas pour travailler. Et donc, il y a cette idée qu'il faut équilibrer. C'est une cause d'ailleurs qui est associée à d'autres objectifs, hein, la recherche de sens dans son travail, qui est aussi une prise de conscience qu'on observe dans un nombre croissant d'entreprises, hein, qui mettent en place des dispositifs pour que les gens trouvent cet équilibre. Et puis aussi, c'est lié à des réalités. Ça fait plusieurs années maintenant, et la documentation ne cesse d'augmenter sur cela. Les développements des maladies professionnelles, citons les plus connus, les troubles musculo-squelettiques par exemple, pensons au burn-out, hein, qui s'est installé dans l'actualité du monde du travail. Donc voilà, ça aussi évidemment, c'est une tendance de fond. Troisième grosse tendance qui explique cette montée en puissance de la figure du patient acteur, c'est le vieillissement de la population. Et là, on est sur quelque chose qui ne va cesser de prendre de l'importance dans les années qui viennent, avec cette grande aspiration individuelle qui est de vivre longtemps en bonne santé, le plus longtemps possible en bonne santé, le plus longtemps possible à la maison pour éviter l'étape de l'EHPAD, ce qui crée évidemment un énorme défi économique à toutes les sociétés aujourd'hui du monde développé en particulier. Et donc, ce vieillissement de la population, évidemment, il fait que les gens sont de plus en plus, d'une part, exposés à des problèmes de santé, mais surtout aussi ont envie de faire en sorte de vieillir et donc de mettre en place des pratiques, des routines de santé pour éviter un vieillissement trop brutal. Et puis, dernière grande tendance, c'est l'essor des maladies de civilisation. Alors, les maladies de civilisation, telles que les définit l'Organisation mondiale de la santé, c'est ces maladies que la civilisation, c'est-à-dire nos modes de vie, depuis à peu près, on va dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont généré, hein, l'obésité, un certain nombre d'allergies, un certain nombre de cancers. Tout ça, c'est lié au fait que notre mode de vie a profondément changé depuis plusieurs décennies. Et puis d'ailleurs, il y a d'autres phénomènes, hein, qu'on observe, notamment chez les A+A,
Oui, tout à fait. C'est la chronicisation de certaines maladies. Rémi évoquait tout à l'heure le fait de vivre longtemps en bonne santé et on voit, nous, de plus en plus dans les entretiens que l'on mène, qu'il s'agit de vivre aussi longtemps, mais en étant malade, ce qui amène aussi, notamment les laboratoires, à réfléchir différemment quel type d'accompagnement proposer aux patients, quel type d'outils développer pour faire que ce patient reste acteur de sa santé. C'est aussi des programmes tels que le programme SOFIA de l'assurance maladie pour accompagner les patients diabétiques. Donc, ça demande aussi toute une réflexion autour de la prise en charge de ces patients, de les garder actifs et de les garder acteurs et au-delà de ça, de pouvoir suivre leur comportement et notamment comportement d'observance vis-à-vis des traitements et de pouvoir aussi les tenir informés sur les évolutions de leur maladie. Donc ça, c'est un élément très important, cet essor des maladies de civilisation et un impact direct sur le rôle d'acteur du patient. À présent, on va donc se poser les effets de la crise sanitaire sur ce patient acteur de sa santé. Et très vite, on va s'apercevoir que par rapport aux mesures de précaution sanitaire, eh bien, elles ont été largement approuvées par la population. Les Français, en fait, ont un principe de précaution qui était déjà bien ancré. Ils ont accepté à hauteur d'un tiers de privilégier la santé à l'économie et l'emploi. Toutefois, on voit que cette attitude s'essouffle un peu depuis l'été 2020 à cause de la longueur incroyable, on va dire, de cette épidémie. Par ailleurs, l'usage du masque en France n'a pas fait débat. Contre toute attente, et contrairement à des pays comme l'Espagne ou les Pays-Bas, où des manifestations anti-masques ont été réalisées par les populations, en France, il y a très peu de gens finalement qui disent qu'il n'est pas nécessaire de porter un masque, 6%, alors que 26% disent que c'est une bonne chose. Et au total, 94% sont favorables au port du masque. Et on voit en bas que 34% disent que c'est une bonne chose. Et on peut parier qu'après l'épidémie, ce sera possible encore de porter ce dispositif. Le masque s'installera certainement également dans la société française. Ensuite, on a demandé aux Français selon eux, quel organisme ont un intérêt général quels sont les organismes dont l'activité sert l'intérêt général. Et dans ce contexte de surexposition des professionnels de santé, il reste les personnes, les corps de métier qui sont le plus important aux yeux des Français. C'est leur activité qui sert le plus l'intérêt général. Dans la prochaine diapositive, on a posé la question aux Français par rapport à une projection dans l'avenir. Quand on leur demande comment ils se voient à l'avenir, on leur avait soumis 27 propositions. Et parmi ces 27, le top 6 qui leur a donné plus envie de faire à l'avenir, c'est sans surprise, suite aux différents confinements, de retrouver tout ce qui relève de la relation humaine, passer plus de temps avec leurs proches, sortir voir du monde, mais aussi de la liberté, passer du temps dans la nature, conserver ce soutien aux producteurs locaux qu'ils avaient eu pendant les confinements. Et surtout, dans ce top 6, ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'en 5 et en 6, nous avons des attitudes santé, dormir suffisamment et faire plus attention à la santé. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui montre que la crise sanitaire n'est pas un souci par rapport aux patients acteurs de sa santé. Au contraire, c'est quelque chose qui devient encore plus prioritaire. Cette crise sanitaire a également permis aux Français de découvrir la santé à distance. En tout cas, 15% ont déclaré avoir déjà fait une consultation médicale à distance plutôt qu'en se déplaçant. Et 52%, la moitié des Français disent « je ne l'ai pas fait, mais je pourrais l'envisager ». Et ce que vous voyez dans ce graphique, c'est que finalement, l'intention depuis 2017-2018 de réaliser des consultations à distance, elle préexistait. Simplement, la crise sanitaire a été un catalyseur en offrant différentes solutions pour que cela se réalise. Toutefois, les téléconsultations, ce n'est pas la panacée pour tous les Français, puisque 68% disent que ça présente moins de valeur qu'une consultation en face à face. Mais selon nous, dans la mesure où les médecins généralistes en sont satisfaits à hauteur de 54% et qu'eux-mêmes, ils jugent la téléconsultation indispensable à hauteur de 38%, selon nous, la téléconsultation s'installe de façon durable.
Qui dit téléconsultation dit également santé connectée. Les Français sont plus intéressés à cette santé connectée. Ils utilisent des objets connectés pour mesurer leur nombre de pas, leur rythme cardiaque, leur sommeil. Et c'est encore plus vrai dans la catégorie des 25-34 ans, des cadres et des catégories socio-professionnelles plus élevées. On arrive à 23% pour le total de la population en 2020. Et parallèlement à ces objets connectés, on a également une croissance sur les applications. Et les personnes sont 18% à dire j'utilise une application pour gérer ma santé au moins une fois par semaine. Donc tout ça, ce sont des signaux de croissance où les patients sont acteurs de leur santé. Un dernier point qu'on a voulu pointer, c'est le cas de le dire, c'est la santé mentale qui, elle, a progressé pendant la crise épidémique, mais qui va requérir l'intervention de professionnels de santé. Les Français ne pourront pas toujours gérer tout seuls. On a 31% des personnes présentent des états anxio-dépressifs selon l'enquête Santé publique France de mars 2021, donc c'est très récent. Et puis, Sociovision nous dit, depuis le début de la crise sanitaire, comment votre santé a-t-elle évolué? Chez les Français, 48% disent qu'elle s'est dégradée, que ce soit un peu ou beaucoup. Voilà pour les effets de la crise sanitaire. Donc on voit bien à travers toutes ces évolutions que la crise sanitaire finalement a renforcé l'implication des Français dans leur santé avec des enjeux pour les années qui viennent. Et parmi les grands enjeux pour les années qui viennent, il y a un enjeu de société, puisqu'on va le voir à présent, tous ces chiffres qu'on vous a montrés, finalement, c'était des moyennes. Mais il est évident que tous les Français ne vivent pas ces phénomènes de la même façon, selon leur milieu social, selon leur culture, selon leur origine, selon leurs habitudes. Et c'est important de restituer cette complexité. Alors, chez Sociovision, on a depuis quelques années l'habitude de segmenter la population française, justement, parce qu'on collecte énormément d'informations sur les Français à tous les niveaux. Et vous avez à l'écran une carte qu'on utilise assez régulièrement, la cartographie des sociomilieux français, qui est très simple à lire. Plus vous allez vers le haut de la carte, plus vous avez affaire à des Français aisés. Donc, par exemple, si vous regardez le sommet de la carte, vous avez la bourgeoisie installée, qui, comme son nom l'indique, est un groupe qui est favorablement, qui a des revenus confortables, qui a du patrimoine, qui a souvent aussi des diplômes. Alors c'est un petit milieu en taille, 5%, mais avec une influence évidemment très importante. Et puis plus vous allez vers la droite de la carte, et plus vous avez affaire à des Français qui sont acteurs du changement, qui ont envie que ça change, qui ont envie d'adopter de nouvelles habitudes, qui sont intéressés par l'innovation. Donc par exemple, ce qu'on appelle les passionnés créatifs, là encore, c'est un petit groupe, 4% seulement, mais c'est au sein, alors c'est un groupe plutôt jeune, jeune, vous voyez, qui se situe au milieu de la carte, donc sur l'axe vertical, donc classe moyenne, et donc qui a à cœur d'adopter de nouvelles habitudes, de faire des choses qui les projettent vers le futur. Alors cette carte, elle est intéressante de regarder sous l'angle de la santé, parce que selon ces différents milieux que vous voyez, c'est pas toujours les mêmes logiques. Alors juste pour vous donner quelques éléments de contexte, on a aujourd'hui au fond, si on résume, 4 grands blocs dans notre société. On a ce qu'on pourrait appeler un bloc nostalgique, c'est-à-dire ce sont tous ces Français qui sont attachés aux traditions et qui ont le sentiment que, en s'éloignant des traditions, on s'est éloigné finalement d'un mode de vie heureux, agréable. C'est typiquement ceux qui vont vous dire que c'était mieux avant, et donc eux sont nostalgiques et ont comme point de référence le passé. Ensuite, vous avez un bloc très important, donc en bas de la carte, donc qui concerne plutôt les CSP les plus modestes dans notre pays. Ce sont des Français qui ont le sentiment. Alors nous, on date ce phénomène véritablement depuis une dizaine d'années maintenant, depuis la crise de 2008-2009, qui ont le sentiment d'être déclassés. Ils se sentaient appartenir à la classe moyenne, ils se sentent de moins en moins y appartenir. Pourquoi? Parce que leur pouvoir d'achat baisse, et ils ont le sentiment que les prochaines années vont pas nécessairement améliorer leur sort. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle nous les fragiles, les vulnérables, avec ce sentiment de déclassement. Ensuite, vous avez une autre France qui, elle, est plutôt qui regarde vers l'avenir, qui a déjà quelque part un coup d'avance, en tout cas qui pense
fondamental de changer, d'inverser nos modes de vie vers une transition écologique, vers une transition énergétique, vers une rupture finalement avec le modèle hyper consumériste qui prévaut finalement depuis les années 60. Et donc derrière ces Français qui correspondent à peu près à 22%, vous avez typiquement la Convention citoyenne pour le climat qui a rendu ses préconisations il y a quelques mois. Bon, elle va totalement dans ce sens-là. Et vous voyez les logiques, là on est plutôt dans une logique écologique, alors que dans le bas de la société, on est plutôt dans une logique économique. Dans le bas de la société, on se pose plutôt des questions de fin de mois, de factures à payer, etc., etc. Là, on est plutôt dans l'idée qu'il faut de toute façon changer son mode de vie durablement. Et puis en haut de la carte, vous avez les élites pragmatiques et connectées, l'élite, on va dire, plus traditionnelle, la bourgeoisie installée, la nouvelle élite, les néo-bourgeois à 6%, donc c'est d'un point de vue de la taille, c'est petit, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'influence, beaucoup d'impact, et on est dans le pragmatisme et très connecté. C'est vrai que le monde digital tel qu'il se développe de plus en plus, finalement, c'est beaucoup d'opportunités pour ces milieux-là. Alors, je vous ai résumé à grands traits cette carte. L'objectif, c'est maintenant d'essayer de voir parmi ces différents milieux quelles sont les grandes logiques de santé qu'on peut observer. Donc, parmi les logiques de santé, je vais prendre, je vous ai dit tout à l'heure, la société française va de plus en plus vers des efforts pour se maintenir en bonne santé. Là, on a projeté cela sur la carte. Ce qu'on voit, c'est qu'en rouge, c'est les surreprésentations, en bleu, c'est les sous-représentations, et en blanc, vous avez un peu la moyenne. Et vous voyez très clairement que ce sont plutôt les élites aujourd'hui qui font le plus d'efforts pour se maintenir en bonne santé. La tendance concerne tout le monde, bien évidemment, tous les milieux, mais sur les milieux CSP+, on va dire, pour aller vite, il y a un surinvestissement. Donc on voit déjà qu'il y a une opposition très claire et qui est liée à l'origine sociale. Autre exemple, l'exemple des conséquences que les produits pourraient avoir sur, les conséquences que pourraient avoir sur la santé les produits qu'on achète. Là, en rouge, là encore, vous avez ceux qui sont clairement convaincus de ça et qui font très attention, versus en bleu, ceux qui sont un peu moins exigeants. Sachant que globalement, c'est une tendance qui monte partout. Mais on voit que là encore, c'est plutôt les élites et se rajoutent les passionnés créatifs dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils finalement, c'est une partie de la génération PNNS. Donc, il y a un effet générationnel et il y a un effet de milieu. Donc, on voit que là, ça permet de rentrer plus en détail dans la complexité des phénomènes. Autre point important, j'ai parlé des déclassés, de ces Français qui ont le sentiment de ne plus appartenir à la classe moyenne, ceux qui ont, en octobre 2018, formé les premiers bataillons du mouvement des Gilets jaunes, eh bien, on les retrouve ici, en rouge. Donc là, maintenant, c'est le bas de la carte qui s'allume en rouge. Et j'ai envie de dire même sur un milieu en particulier, ce que nous, on appelle les précaires écrasés, 16% de la population française, ce sont ceux qui nous disent, il m'est arrivé de repousser ou de renoncer à des soins médicaux faute d'argent. 45%, d'ailleurs 1 sur 2 quasiment dans ce milieu-là. Alors que si vous allez vers le haut, vous avez quasiment bourgeoisie installée 4%, fondateur utopiste 8%. Donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu dans notre société, c'est qu'il y a une partie de la population qui décroche économiquement et qui décroche aussi sur le plan sanitaire. Et puis, autre phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure, 63% des Français pratiquent l'automédication. C'est très intéressant d'utiliser cette carte pour comprendre les logiques qui sont derrière. On voit qu'au fond, il y a 3 logiques. Il y a une logique finalement liée au milieu social, c'est-à-dire finalement les élites pourvues en diplôme, assez autonomes sur ce plan-là, pratiquent l'automédication en complément de la pratique médicale classique. Vous avez les performeurs, qui est une population de gens qui sont très soucieux de leur corps, d'avoir un corps qui soit performant, qui soit en bonne santé, etc. Donc là, il y a aussi cette logique-là. L'automédication, c'est une façon de se renforcer, etc. Et puis, vous avez les précaires, et là, on voit qu'il y a une troisième logique qui intervient, c'est finalement les gens dont on a vu qu'ils n'avaient plus les moyens de se soigner. Et ces gens qui n'ont plus les moyens de se soigner, ils pratiquent l'automédication contraints et forcés. Donc on voit que sur des phénomènes, des tendances de santé fondamentales, cette lecture sociologique nous apporte beaucoup de valeur ajoutée. Et puis, 2 autres éléments pour terminer. D'abord, la santé connectée, dont on a déjà parlé. La santé connectée, c'est intéressant parce qu'on voit que les élites sont très impliquées sur la santé connectée. J'ai dit tout à l'heure, elles sont très, très à l'aise avec l'outil digital et donc pour elles, et puis en même temps très impliquées dans leur santé. Donc au croisement des deux, ça fait des individus qui ont vraiment envie de suivre leur santé. Mais vous avez aussi une partie de la classe moyenne qui est alors il y a un effet de génération, il y a un peu plus de jeunes chez les consommateurs hédonistes, mais il y a une envie aussi de se saisir des technologies pour pouvoir
rester en bonne santé, continuer à pouvoir profiter de la vie. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a d'autres logiques qui entrent en jeu. Et puis enfin, le dernier point qu'on pourrait regarder, c'est le patient influenceur. On en a parlé tout à l'heure, hein, ce sont ceux qui, sortis du cabinet de médecins qu'ils ont consulté, vont laisser un message sur les forums et les réseaux sociaux. Alors c'est très intéressant parce que vous voyez que finalement, ce sont les élites qui le pratiquent et en particulier les nouvelles élites, les néo-bourgeois. 34% le font, c'est énorme. Donc ça veut dire que c'était vraiment un phénomène qui est porté par les plus impliqués de la santé. Et donc ça veut dire évidemment, si on essaye de prolonger le trait, ça veut dire que c'est une tendance de fond qui risque de s'installer dans les années qui viennent, alors avec des implications qu'on va maintenant voir avec Rosemary. Oui, alors il est intéressant de voir que, avec la capacité de contradiction qui caractérise le peuple gaulois, on peut être très critique à l'égard de son professionnel de santé, mais néanmoins, enfin, Rémi, si vous voulez bien. Voilà, et être très critique envers son professionnel de santé, mais néanmoins, on s'aperçoit dans toutes les études que l'on mène que le professionnel de santé reste la référence absolue dès lors que les Français recherchent de l'information sur la santé. Professionnel de santé au sens large, que ce soit le médecin, le pharmacien ou même les infirmiers. Et c'est assez intéressant parce que quelle que soit l'étude que l'on mène, le professionnel de santé porte la parole la plus crédible en termes d'information, ce qui n'empêche pas certaines parties de la population d'aller regarder sur Internet, mais c'est quelque chose de très fort et qui revient systématiquement. Et les professionnels de santé n'ont pas toujours conscience, parce que quand dans leur cabinet, ils voient des personnes qui parfois les challenge, n'ont pas toujours conscience de porter cette parole très forte, notamment en termes de crédibilité. Ce qui veut dire aussi qu'en termes de levier par rapport à une utilisation de traitement, par rapport à une recommandation de traitement, le médecin a un pouvoir fort, reste un levier important d'utilisation et d'information sur la santé, en fait. Autre élément aussi qui est intéressant, c'est que autant il y a une quinzaine d'années, avec l'essor d'Internet, les médecins, et notamment les médecins généralistes, ont eu beaucoup de difficultés à trouver une place entre Doctissimo, Internet, toute cette information autour de la santé, des patients qui arrivaient au cabinet avec des notes, enfin des notes qu'ils avaient prises, des prédiagnostics qu'ils avaient faits sur leur propre maladie. Il y a eu pendant 2-3 années une difficulté autour de ce patient acteur qui voulait savoir, qui voulait comprendre. Et puis peu à peu, les choses se sont stabilisées et aujourd'hui, on a 46% des médecins généralistes qui nous disent que les retours de leurs patients sont importants pour se forger une image des traitements. Et on voit aussi auprès des jeunes médecins une valorisation du fait que leurs patients sont impliqués dans leur santé. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. 36% des médecins généralistes de moins de 40 ans qui apprécient cette implication de leurs patients et qui l'utilisent pour justement rendre le patient encore plus acteur et encore plus actif dans la prise en charge de ses problèmes de santé. Autre élément aussi qui peut être contradictoire par rapport à tout ce que l'on voit, c'est la confiance dans les laboratoires. Alors, il y a eu, et notamment les vaccins, les discussions autour des vaccins sont vraiment cristallisent pas mal de ces discussions autour des laboratoires. Mais en attendant, 71% des Français déclarent faire confiance aux laboratoires pour proposer des traitements sûrs et efficaces. Donc, il y a là encore ce mélange de contradictions entre ce que l'on peut voir de façon générale et ce que l'on va voir de façon plus particulière quand on est français. On fait confiance à son médecin, on fait confiance au laboratoire en ce qui concerne la prise en charge de sa santé. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui sur ces premiers éléments. C'est un moment sociologique très important qu'on est en train de vivre en France et dans le monde, hein, à bien des égards. Hein, la vie sociale a été arrêtée pendant de très longs mois. Et dans ce moment sociologique très important, la santé a été au cœur à la fois des causes de cet événement, mais également des pratiques nouvelles, des tendances nouvelles qui ont été émergées. Donc c'est vrai que ce qu'on vient de voir là, c'est que le paysage qui était déjà structuré par cette tendance de fond des Français de plus en plus actifs dans leur santé, bah finalement, il est clair que la crise a joué un rôle d'accélérateur. Alors,
justement, comme c'est un moment très important, Aplusa et Sociovision ont décidé de croiser leur expertise, pas seulement à l'occasion de ce webinaire, mais de façon plus pérenne, parce qu'on considère qu'il est important d'aller plus loin dans ces réflexions. Donc, on a mis en place un module spécifique qui s'appelle Santé 2021, et on va profiter de la prochaine vague de l'Observatoire Sociovision. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Sociovision conduit depuis 1975 une grande étude sur les Français, dont ont été tirés une partie des résultats qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Sur certains indicateurs, on a parfois 45 ans de données. On interroge 6000 personnes, donc c'est un large échantillon, âgés de 15 à 74 ans, et on pose toute une série de questions sur les valeurs, les attitudes, les comportements, les pratiques médias, les habitudes de loisirs, et j'en passe. Et puis, bien sûr, des questions sur la santé. Et c'est cette partie-là, la question sur la santé, qu'on a décidé d'étendre, d'approfondir. Et donc, avec Aplusa, on s'est mis autour de la table et nous avons designé un module spécial, nous avec notre expertise sociologique, Aplusa avec son expertise santé. Et dans ce module-là, qui sera donc disponible à l'automne prochain, puisque le terrain aura lieu au mois de juillet, donc c'est très proche. On aura des attitudes vis-à-vis de la santé, on en avait déjà dans l'Observatoire, mais on va renforcer évidemment ces attitudes, les comportements de prévention, évidemment, qui seront évidemment projetés sur les cartes que vous avez vues, qui se prémunit et comment, et puis les routines médicales, ça c'est un nouveau chapitre qui sera complètement original pour nous, sur les fréquences, sur l'accès, sur la satisfaction par rapport aux professionnels de santé, et puis aussi, ce qui sera nouveau, la gestion des pathologies et des problèmes de santé. On a travaillé avec Aplusa pour introduire des éléments là-dessus. Donc vous voyez, on va essayer cette année, ça fera partie, alors pour ceux qui souscrivent à l'Observatoire, évidemment, ils auront accès à ces données-là. Sinon, vous pouvez, si vous vous intéressez qu'à ce module-là, vous intéresser à cette partie-là qui sera également disponible en partie détachable. Alors, il y a des objectifs très précis à cette étude. Oui, nos objectifs, c'est vraiment de vous apporter des solutions qui tiennent compte de cette double expertise médicale et sociologique. Et c'est vraiment de venir enrichir tout ce que l'on sait du comportement santé des Français sous cet angle sociologique. Il s'agit également d'aller comprendre ce qui motive les comportements santé et puis d'identifier ce qui est pérenne et ce que la crise a profondément changé pour les années à venir et ce que les Français vont mettre en place de façon pérenne par rapport à leur comportement santé. Et bien évidemment, tout ça sous cet angle de profil et de socio-milieu et toujours avec cette idée de comprendre aussi les sources d'influence et ce qui va venir moduler le comportement des Français par rapport à leur santé. Voilà, écoutez, on vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, on est ravis d'y répondre. Alors, on a déjà des questions sur le chat. On avait une question qui était posée avant qui disait « Le patient tend-il à être acteur de sa santé ou ce rôle reste-t-il celui des médecins ?» Je crois qu'on a répondu pendant le webinaire. Une autre question. Bonjour, l'équilibre vie perso, vie pro est-il toujours d'actualité avec l'émergence du traitement? Alors là, on n'en a pas parlé. Effectivement, je peux y répondre. Alors l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, effectivement, était une grosse tendance avant la crise, à telle enseigne d'ailleurs que chez Sociovision, on avait dit finalement les gens aujourd'hui ne veulent plus réussir leur vie professionnelle, ils veulent réussir leur vie personnelle. Donc c'était un changement de priorité. Ce qu'on observe à l'occasion de cette crise sanitaire, en effet, c'est un rééquilibrage. Le fait que beaucoup de gens ont été privés de leur travail, le fait que beaucoup de gens aient été mis sur la touche temporairement, ça les a amenés d'abord à réfléchir à leur métier, à leur travail. Certains ont quitté, on en parle beaucoup en ce moment avec le phénomène des restaurateurs qui ne trouvent plus de main-d'œuvre. Mais ça a aussi montré pour beaucoup l'importance du travail dans la vie tout simplement, et donc ça a réévalué l'importance du travail. Donc je pense que c'est intéressant le phénomène qu'on est en train de vivre, c'est que là bien sûr on retrouve un curseur qui va du côté de l'importance de la vie professionnelle, et nous on l'a vu dans nos chiffres, ça fait en 2020 et en 2021, on a vu que
les indicateurs qui baissaient se sont remis à monter. Donc effectivement, je pense qu'on vit un moment, alors il faudra voir dans les mois qui viennent, mais où on réévalue l'importance de la vie professionnelle. Et j'ai envie de dire, la vie professionnelle, c'est important pour la santé, finalement, parce que c'est une part de l'identité d'une personne. Au fond, on est dans des sociétés où travailler, c'est une partie importante de la construction d'un individu. Ensuite, une question. Merci Rémi. Oui, j'ai dit, excusez-moi pour la question d'avant, j'ai dit l'émergence du traitement, mais c'était l'émergence du télétravail. Vous en avez parlé. Une autre question. Dans cette tendance du consommateur acteur de la santé, quel impact sur les médecines traditionnelles par rapport aux médecines alternatives? Voit-on une recherche plus axée sur la santé par les preuves ou la santé par les traditions? Excellente question. C'est pour Rosemary. Et pour Nadège, parce qu'on vient juste de finir une grosse étude là-dessus. Et effectivement, on a des Français qui de plus en plus se tournent vers les médecines alternatives. Mais là encore, comme le disait Rémi, ce n'est pas la possibilité de tout le monde. Et là encore, on est sur des catégories sociales qui vont aller chercher dans les médecines alternatives ce qu'elles ne trouvent pas ou pas suffisamment selon elles dans les médecines traditionnelles. Et on va retrouver les jeunes acteurs entre guillemets, 25-45 ans, on va dire, plutôt les femmes qui vont aller rechercher, que ce soit en homéopathie, que ce soit via les huiles essentielles, via tout ce qui va être phytothérapie, une façon de se traiter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont les utiliser avant les médecines traditionnelles, en fait. Ok. Autre question, dans la société post-Covid, les Français auront-ils besoin d'informations plus que jamais sur les conditions sanitaires, des services et produits offerts afin de pouvoir décider des risques éventuels, contamination, pollution? Alors, je peux essayer de répondre, c'est très précis comme question. Ce qui est clair, c'est qu'ils auront besoin d'informations. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de transparence qui était une tendance qu'on voyait déjà avant, qui va faire partie d'ailleurs des missions des entreprises en réalité, et même de la réglementation dans beaucoup d'univers. Et c'est vrai que par exemple, juste un exemple, dans le domaine alimentaire, nous, ce qu'on a observé, c'est que les gens qui utilisent des applications pour vérifier la composition des produits, est-ce que ça correspond à une certaine exigence sanitaire, ont progressé pendant notamment le premier confinement. Ce qui veut dire que, effectivement, je pense que ce que ça a renforcé, en tout cas dans la tête des gens, c'est l'exigence de mieux connaître ce qu'on ingère, ou de ce qu'on ingère, ou simplement ce qu'on utilise. Donc, je pense que c'est une tendance de fond. Alors, est-ce que ça sera pour se protéger du virus ou pas? Je pense que ça, c'est difficile à dire parce que tout dépend de est-ce que le virus nous quitte ou pas à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, l'idée qu'on va faire face à des consommateurs de plus en plus exigeants est une évidence. Je pense que dans certains univers, l'alimentaire, la beauté et la santé, c'est quelque chose de très pérenne. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les dernières minutes qui nous restent? Écoutez, eh bien, nous, il nous reste à vous remercier. N'hésitez pas à nous contacter, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez d'autres questions entre-temps, vous pouvez nous les poser également. Et à très bientôt pour un nouveau webinaire.